Mai 1986. Chronologie des événements mondiaux. 2 mai. Inde. La police occupe le temple d'or à Amritsar, confisqué par les extrémistes sikhs, et remet les clés aux 5 grands prêtres entre guillemets modérés. 5 mai. Turquie. Un séisme de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter a tué 15 personnes. Le barrage de Surgu est endommagé. Colombie. Le volcan Nevado del Ruiz connaît une nouvelle activité. 9 mai. Le Sherpa Norgayten Singh, qui fut le premier à vaincre l'Everest en compagnie de Sir Edmund Hillary en 1953, est décédé à Darjeeling à l'âge de 72 ans. 12 mai. Canada. Le médecin français Jean-Louis Etienne réussit à rallier le pôle Nord géographique au terme d'un raid solitaire à ski de fond de 1000 km en 63 jours. 13 mai. USA. Plus de 6000 scientifiques américains, dont 15 prix Nobel, s'engagent à ne pas participer aux travaux sur l'initiative de défense stratégique. Ils estiment les projets de guerre des étoiles mal conçus et dangereux. 18 mai. Iran-Irak. De violents combats opposent les forces armées des deux pays dans le secteur de Mehran à l'est de Bagdad. 19 mai. Île Salomon. Le cyclone tropical Namu fait au moins 71 morts. 22 mai. OTAN. Le comité des plans de défense de l'OTAN approuve sans enthousiasme le projet américain de reprendre la fabrication d'armes chimiques modernes. Inde. 6 à 7 millions de pèlerins ont participé pendant un mois à la Kumbh Mela, le plus grand pèlerinage du monde, qui se déroule tous les 12 ans depuis le XIIIe siècle à Hardwar, au bord du Gange, au pied de l'Himalaya. 24 mai. Chine. Des orages accompagnés de pluies diluviennes s'abattent sur la province du Sichuan. Plus de 100 morts, 600 blessés et 80 000 habitations détruites. 30 mai. Inde. Mort de Mahalingam, l'un des plus illustres joueurs de flûte de sa génération. 1er mai 1986. Je ne sais pas dans quelle couche de charbon je suis, mais c'est un triple cauchemar, dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit. Probablement, l'état du monde est comme cela. Vision. Tout de même, je veux noter un hiéroglyphe inattendu et étrange que j'ai vu cette nuit, du 30 avril au 1er mai. On, entre guillemets, allumait une étoile dans le ciel. Je ne sais pas qui est ce on, mais probablement je participais à l'opération. Et je disais à quelqu'un qui travaillait avec moi, « Il faut un réflecteur pour la Terre ». J'y tenais absolument. C'était important, c'est-à-dire que je voulais que cette étoile se réfléchisse sur la Terre. Et j'allais chercher un réflecteur dans la salle qui est près de ma chambre. Il y en a un, en effet, sur un rayon. Je ne comprends pas très bien. Une étoile nouvelle, c'est une nouvelle création, non? Ou bien c'est moi le réflecteur? Soit on est comme déchiqueté innombrablement par cette puissance, à moins que ce ne soit la mort et le mensonge du monde qui soient déchiquetés à travers ces milliards de cellules et cette agonie. On ne peut faire ça que pour la délivrance du monde et pour l'amour de la vérité sur la terre. V majuscule, T majuscule. Il faut qu'il y ait un grain de cette horreur et de ce mensonge et de cette douleur qui s'offre à la vérité suprême pour que ça puisse entrer dedans. Je suis le grain numéro 53 766. Et je sais, plus que jamais, ce que je veux dire. On n'a que la vérité suprême pour tenir debout. On dirait un combat entre la mort et la vérité, et pas seulement la mort d'un homme. Ils ne se rendent même pas compte de la situation. Suis un dessin de l'Indian Express, 3 mai, PS à Conan Doyle. Survival of the fittest, was it relevant only to Darwin? Survivance des mieux adaptés,
s'appliquait-elle seulement à Darwin? 4 mai 1986. C'est si fou cette mort de la mort. Tout se déchire sans se déchirer. Tout éclate sans éclater. Et ça dure indéfiniment. On est complètement supplicié et tout continue comme si de rien n'était. C'est une épouvantable magie, M majuscule. Il ne faut pas se tromper de côté. Soit je commence à bien savoir en détail ce qu'est ce spell. Je rends grâce à Sri Aurobindo et à Mère de m'avoir fait entrevoir une formidable vérité en majuscule pratique au milieu de ce cauchemar humain, entre guillemets. 5 mai 1986, 41 ans. Il faut la vraie sortie de tout ça pour tout le monde. C'est un tout, T majuscule. Ce matin, 5 mai, j'ai lu cet article. 41 ans après, nous sommes dans le ventre du même monstre, un peu plus perfectionné. Nous n'en sommes jamais sortis. Ce sont les nazis qui ont gagné la guerre. The Hindu, 4 mai. Un puissant outil d'espionnage. On dit que lorsque Gorbatchev tousse, la NSA, National Security Agency, le sait. L'agence de sécurité nationale américaine met sur écoute plus de 24 millions de conversations par an dans le monde qui, après avoir été déchiffrées, sont données en pâture aux agences de renseignement et de sécurité américaines. Peu connue du public américain et encore moins du monde en général, la NSA représente le plus puissant outil d'espionnage du monde entier. Les Américains écoutent donc, de façon routinière, les conversations privées des leaders et hauts fonctionnaires soviétiques, aussi bien que celles des Alliés. Sécurité oblige. Gamma Guppy, tel est le nom de code pour les conversations ultra-secrètes de Moscou régulièrement transmises aux hauts fonctionnaires des USA. Gorbatchev en réunion dans son bureau, Gromyko dans sa datcha ou Shevardnadze en conversation avec ses assistants depuis sa limousine ZIL à Moscou. Ce sont des exemples, parmi bien d'autres, de la façon dont les États-Unis d'Amérique, l'empire le plus puissant du monde, tient à l'œil son principal rival. Car l'URSS n'est guère plus que cela. Parfois un adversaire, mais jamais un ennemi. En 1967, la mort du cosmonaute soviétique Komarov a été immédiatement connue des leaders américains, bien que les soviétiques eux-mêmes aient attendu un certain temps avant de diffuser l'information. Toutes les communications entre le vaisseau spatial et les contrôleurs soviétiques étaient enregistrées et décryptées, et les Américains ont même su le moment exact où les contrôleurs ont perdu contact avec le vaisseau, incapable de ralentir sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. Quand il n'y a plus eu aucun espoir de sauver Komarov, Alexei Kosygin, alors Premier ministre, parla personnellement à Komarov, lui affirmant qu'il était un héros de l'Union soviétique et lui décernant la distinction correspondante. L'astronaute condamné put ensuite parler à sa femme, la rassurer et lui donner quelques conseils relatifs à l'éducation de leurs enfants. C'est seulement dans les dernières secondes de son épreuve que Komarov s'effondra, criant dans la radio « Je ne veux pas mourir, faites quelque chose !» La capsule, en pénétrant dans l'atmosphère terrestre brûlante selon un angle trop aigu, surchauffa. À la dernière seconde de sa vie, Komarov poussa un ultime cri d'horreur avant que son vaisseau n'explose. La NSA était là aussi, écoutant, enregistrant chaque millième de seconde de la tragédie. En silence, comme toujours.
Les Américains savent à peu près tout sur le FBI et la CIA, mais moins d'1% d'entre eux ont entendu parler de l'énigmatique NSA, la plus grosse agence de renseignement américaine, la plus puissante et aussi la plus secrète. Un budget annuel de 12 milliards de dollars permet à 60 000 personnes dévouées et hautement qualifiées partout dans le monde d'améliorer continuellement la formidable trame électronique de sources qui recueille les renseignements. Les données militaires, diplomatiques et électroniques se transforment en informations utilisables par la NSA. Les conversations par téléphone, câble ou satellite n'ont pas de secret pour elles. De puissants ordinateurs sont programmés pour intercepter noms et mots-clés dans les quelques 500 000 conversations sous surveillance chaque jour de l'année. C'est le 4 novembre 1952, pendant la seconde partie de la présidence de Truman, que la NSA a vu le jour. Contrairement à ce qui se passe pour la CIA, il n'y a pas de loi qui règle ses activités, et le Congrès lui-même n'a pas de droit de supervision sur elle. Il existe seulement des textes et des documents destinés à protéger ses activités. Même la directive numéro 6 du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, qui formule les lignes directrices des activités de la NSA, est secrète. On était alors au sommet de la guerre froide. Les présidents américains de toutes opinions ont à plusieurs reprises repoussé les requêtes des puissants comités de contrôle des dépenses du Congrès qui demandaient des informations supplémentaires sur la NSA. Telle est la règle de base, soigneusement appliquée chaque fois pour protéger le système nerveux du plus précieux outil de l'Amérique dans son impitoyable guerre de renseignement contre l'Union soviétique et, dans ce domaine, contre toute personne ou organisation qui pourrait chercher à faire obstacle ou porter atteinte à la sécurité américaine n'importe où dans le monde. Le dispositif de protection autour de la NSA est tel que, pendant les 15 premières années qui ont suivi sa création, pas un seul document n'a même mentionné son existence officielle. Aujourd'hui, le QG de la NSA à Fort Meade, dans le Maryland, à 1 heure de voiture environ de Washington, couvre 15 hectares au milieu d'une forêt de pins coupés, pour ainsi dire, du reste du monde. Un site beaucoup plus impressionnant que celui de la CIA à Langley, en Virginie, avec un quartier général entouré de 3 clôtures de fil de fer barbelés de 3 mètres de haut chacune, des patrouilles de chiens, des détecteurs électroniques à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, et des accès soigneusement contrôlés à l'intérieur de la forteresse d'acier et de verre. L'identité et les laissez-passer des employés sont régulièrement contrôlés par des patrouilles mobiles. Les documents secrets sont enfermés dans des coffres-forts gardés nuit et jour et protégés par 3 combinaisons différentes. Non, rien n'est laissé au hasard dès lors qu'il s'agit de la sécurité de la NSA. Les employés autorisés à entrer dans la forteresse ont satisfait aux contrôles de sécurité les plus sévères avant d'obtenir leur emploi. Naissance, éducation, études, voisins, amis, relations antérieures, etc. Tout a été vérifié et contrôlé en tant que risque possible pour la sécurité. Tous les employés, par exemple, sont régulièrement soumis à des tests de détection de mensonges, quel que soit leur grade ou le nombre d'années qu'ils ont passé au service de la NSA. N'importe qui peut devenir un traître. Plus qu'une habitude, plus qu'une seconde nature, l'impératif de sécurité devient un instinct parmi les membres de la NSA. Certains n'ont même pas informé leur famille de leurs activités et de leur véritable travail. Les membres assurent en plaisantant que NSA signifie « Never say anything », ne dit jamais rien. Les équipements informatiques parmi les plus sophistiqués et les plus puissants du monde, dont certains ont été spécifiquement conçus pour les besoins spécifiques de la NSA, sont utilisés par l'agence. Les ordinateurs sont capables de décrypter jusqu'à 600 lignes de communication codées par minute.
Le centre informatique de la NSA, situé en plein centre de Fort Meade, est divisé, comme le cerveau humain, en deux hémisphères. Un hémisphère droit, appelé carillon, et un gauche, appelé lodestone. Carillon possède 4 ordinateurs IBM 3033, reliés l'un à l'autre et connectés à des imprimantes capables de produire 22 000 lignes à la minute. Lodestone est encore plus impressionnant, avec ses superordinateurs Cray et IBM, capables d'effectuer chacun de 150 à 200 millions de computations par seconde. Tous deux sont interconnectés et peuvent donc transférer 320 millions de mots par seconde, soit l'équivalent de 2500 livres de 300 pages chacun. Carillon et Lodestone sont également connectés aux 3000 spécialistes de la NSA partout dans le monde, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, en Allemagne de l'Ouest, aux Açores, en Afrique du Sud et en Turquie, pour ne citer que quelques pays. En Turquie, par exemple, la NSA gère plusieurs postes d'écoute cruciaux le long de la frontière turco-soviétique. De là, elle peut mettre sur écoute les bases stratégiques de lancement russes ICBM le long de la Caspienne, de même que le terrain d'expérimentation de Turyatam en Asie centrale, où l'URSS teste ses nouveaux véhicules de lancement stratégiques. La plupart de ces postes d'écoute sont entièrement automatiques, isolés sur des faîtes de montagne et programmés pour décoder instantanément les données télémétriques en provenance des fusées soviétiques. Ces données sont immédiatement transmises par satellite en Alaska, où les avions pourvus d'un équipement électronique se hâtent d'enregistrer les dernières phases du vol de la fusée soviétique. Presque tout le travail des spécialistes de la NSA à Fort Meade consiste à contre-vérifier, référencer et répertorier les informations sur un même thème en provenance de sources différentes, comme par exemple toutes les communications entre l'URSS et ses partenaires du bloc de l'Est captées depuis la Turquie, l'Allemagne de l'Ouest ou ailleurs. La NSA a aussi un poste qui contrôle la Chine à partir de Hong Kong. Les ordinateurs de la NSA dans le Maryland reçoivent 4 millions de caractères par seconde. Certains sont programmés pour repérer instantanément le moindre changement de structure dans le flot d'informations en provenance du monde, à la lettre près. Les anomalies sont immédiatement diagnostiquées et mises en corrélation avant d'être soumises à une analyse humaine. Toutes les communications et informations, qu'elles soient synthétiques ou humaines, entre les USA et l'Europe, peuvent être enregistrées. Toutes les cabines téléphoniques publiques, aux USA et au Royaume-Uni, sont également sous surveillance. Si tout le flot d'informations de l'homme moderne devait passer par un seul point du globe, ce serait Fort Meade, où l'Amérique maintient un vigilant contrôle sur le pouls des communications humaines et sur la civilisation moderne. 7 mai 1986. Ils frayent leur chemin, Sri Aurobindo et Mère, bien sûr, ils frayent leur chemin à travers la mort du monde. Il suffirait qu'une goutte pure puisse passer à travers un corps. Un point représente le tout. Soit, c'est très clair, le monde, chaque individu, est enfermé dans une gangue de mort, et de l'autre côté, c'est la liberté. La vie puissante, la vérité sans ombre, l'amour A majuscule, sans mélange. Il faut faire un trou là-dedans, et que l'immortel puisse passer dans le mortel. Alors tout, en lettres capitales, changera. C'est cela, l'Apocalypse. Lettre de Satprem à son frère Pierre. Pierre Catherine, vous ne savez pas assez que Mère veut vous aider. Il ne faut pas mettre des barrages entre elle et son action.
Notre système intérieur et subconscient est plein de barrages, plein de morts, plein de mensonges, plein de complicités avec la souffrance. Si l'on veut déraciner le système du monde, il faut d'abord le déraciner en soi. Il faut vouloir vivre pour voir le nouveau, N majuscule, pour aider le nouveau à prendre corps. Prendre corps, oui. Alors il faut déraciner tous les mensonges dans ce pauvre corps avec une sincérité absolue et un appel à cette vérité vraie, nouvelle, qui cherche désespérément à délivrer le monde de son horrible et innombrable mensonge. Courage avec vous, Satprem. 9 mai 1986. Ils sont en train d'entrer dans la matière, ou d'en sortir, je ne sais pas. Soit c'est cette cloison étanche qui est en train de se désintégrer. C'est un peu terrible et merveilleux. Au fond, tous ces carnets pourraient tenir en 2 lignes. Vous savez, on n'en meurt pas. C'est seulement la mort qui meurt. Point d'exclamation entre parenthèses. Il faut prendre son appui totalement, en lettres capitales, dans le divin. La mort avec ses millions de griffes et de malice. Question posée par une lectrice. Plusieurs lecteurs de La vie sans mort ont trouvé une similitude de description entre l'expérience de Satprem de la conscience corporelle qui se met à monter et monter et l'expérience de Mère du 24 janvier 1961 où elle dit que la conscience du corps a monté, monté, monté. Comme Satprem dit que Mère et Sri Aurobindo n'ont jamais dit avoir vu cela explicitement nulle part, certains lecteurs se posent la question. Oui, plus tard, longtemps plus tard, je me suis souvenu de cette expérience de Mère et me suis demandé si ce n'était pas la même chose. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'énorme différence qu'il y a entre l'écolier qui entend parler de l'Amazonie et celui qui se trouve tout d'un coup projeté sur l'Oyapock. On peut lui dire « Ah, mais c'est cela que tu as lu, page 372 du cours de géographie. » Il secouera la tête et dira « Dame, peut-être ben, mais c'est pas la même chose. » On ne comprend vraiment que quand on est sur place. Et alors c'est tout neuf. Je m'excuse donc auprès de Mère, auprès de Sri Aurobindo et auprès des rishis védiques en toute humilité, et je suis bien forcé de reconnaître que je n'y comprenais rien jusqu'à ce que ça m'arrive. J'invite donc mes amis exégètes à laisser la page 372 et à aller faire un tour direct sur l'Oyapock. PS. Pour être plus précis, lorsque Mère m'a raconté cette expérience, je n'avais pas bien compris ce que cela signifiait. Je pensais qu'il s'agissait de la Kundalini, puisque après elle disait que ça redescendait de centre en centre. Mais dans l'expérience que j'ai eue, pendant des semaines, jour après jour et pendant des heures, c'était tout le corps qui montait. Il n'y avait pas de Kundalini. Ou alors tout le corps était la Kundalini. C'était une masse, M majuscule, totale. Deuxième PS. Encore un détail qui m'a frappé. Cette masse qui montait de tout le corps, elle ne redescendait pas. C'est très curieux. Ça montait, 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 comme si l'on partait au ciel. Point d'exclamation entre parenthèses. Et puis tout d'un coup, sans redescente, on se retrouvait les 2 pieds dans la matière,
comme si c'était tout là. Comme si ce ciel là-haut était sous les pieds et sous le nez là. C'était bizarre. Et j'allais faire un tour dans la forêt sur mes 2 pieds comme d'habitude. Et pas un jour, mais pendant des semaines, jour après jour. 3e PS, 3 points d'exclamation entre parenthèses. En réponse à votre question, ce qui a fait mon incompréhension, c'est que Mère parle des centres, alors que dans mon expérience, il n'y avait pas de centre. C'était une masse totale en lettres capitales. Et il n'y avait pas de redescente. Il faut comprendre que l'expérience de celui qui suit n'est pas la même que l'expérience de celui, C majuscule, ou celle, C majuscule, qui ouvre le chemin, nécessairement. Il y a avant et après le Niagara. Il y a avant et après Gangotri. C'est toujours le Gange, mais allez donc le faire descendre et ouvrir le rocher, R majuscule. Un jour un peu plus bas dans le temps, il y aura un grand Bénarès pour tout le monde, et on ne comprendra peut-être plus le travail gigantesque qu'ils ont fait. Ce seront des mythes. MY. Ainsi va le monde. 10 mai 1986. Matinée vers 11h30. Vision. Vue. La terre brûle. Hémisphère nord.